TDAH, le trouble de la régulation que nous avions oublié. Quand tonus, respiration, sommeil et attention racontent une seule et même histoire, celle de la régulation du vivant. Pendant longtemps, le TDAH a été expliqué par des symptômes. Mais la recherche contemporaine révèle une dynamique plus profonde. Un trouble de la régulation du vivant où tonus, respiration, sommeil, émotion et attention cessent de jouer ensemble. Cet article explore ce virage silencieux et ouvre la voie à une compréhension plus unifiée, plus humaine et plus efficace du TDAH. Un changement profond est en train de se produire dans la compréhension du TDAH. L'ancien récit, celui d'un cerveau en manque de dopamine, corrigé par une médication ou quelques techniques comportementales, ne rend plus compte de ce que vivent les familles ni de ce que la science observe. Souffrir d'un TDAH, ce n'est pas être trop agité, c'est porter en soi un système de régulation qui a perdu son ancrage dans le tonus, dans la respiration, dans les rythmes du sommeil, dans la variabilité émotionnelle, dans l'attention. Cette perte d'ancrage ne se voit pas toujours. Elle s'entend dans le souffle court, se lit dans les nuits fragmentées, se ressent dans les tensions du corps, s'exprime dans l'effort constant pour tenir le cap. Le futur du TDAH ne se jouera pas dans de nouvelles catégories du DSM, ni dans un perfectionnement des programmes d'habileté parentale. Il se jouera dans notre capacité collective à reconnaître que l'autorégulation est un processus incarné, dynamique, éducatif et profondément humain. La neurothérapie intégrative propose ce cadre. Elle relie ce que les disciplines ont trop longtemps séparé, le corps, le cerveau, l'environnement et la trajectoire développementale. Elle offre une lecture qui ne réduit pas le TDAH à des déficits, mais le comprend comme une désynchronisation entre systèmes qui cherchent à s'ajuster. Ce texte marque une étape, celle où la compréhension du TDAH s'élargit pour devenir un récit de synchronisation plutôt qu'un récit de déficit. Un récit qui redonne du sens, de la nuance et de l'espoir, et qui replace enfin l'être humain dans la cohérence vivante de ses rythmes. Pour comprendre ce virage, il faut revenir un instant sur le modèle qui a structuré la lecture du TDAH pendant plus de 30 ans. Non pas pour le disqualifier, il a permis d'énormes avancées, mais pour voir où il atteint ses limites et pourquoi il laisse aujourd'hui un espace vacant que les familles ressentent de plus en plus nettement. Le récit dominant a posé des bases utiles. Un trouble neurodéveloppemental, une dysrégulation de l'inhibition, un rôle clé des neurotransmetteurs. Mais à mesure que la clinique évoluait, que les adultes parlaient de leur parcours et que les chercheurs affinaient leurs mesures, des incohérences sont apparues. Certaines trajectoires ne s'expliquaient plus. Certaines améliorations restaient superficielles. Certaines souffrances continuaient malgré les bonnes pratiques appliquées avec rigueur. C'est là que le doute a commencé à pousser. Et si nous regardions au mauvais endroit?
Et si le TDAH ne se résumait pas à un déficit d'inhibition, mais à quelque chose de plus fondamental, de plus corporel, de plus rythmique? Avant d'explorer cette nouvelle voie, prenons le temps de comprendre ce que le modèle historique a apporté, ce qui l'explique encore et ce qu'il ne parvient plus à éclairer. C'est ici que commence la première étape du renversement. 1. Le modèle historique du TDAH, un récit qui arrive en bout de course. Le modèle qui a dominé la compréhension du TDAH depuis les années 1990 a apporté un progrès considérable. Pour la première fois, on reconnaissait que les difficultés rencontrées par les enfants n'étaient ni un problème d'éducation, ni un manque d'effort, ni une question de volonté. On posait enfin un cadre neurodéveloppemental, un trouble de l'inhibition lié à des circuits frontaux striataux moins efficaces et à une modulation dopaminergique atypique. Cette lecture a permis une légitimation du vécu des familles, une réduction de la culpabilité parentale, l'accès à la médication, la structuration de programmes éducatifs, l'essor de la recherche neuroscientifique. Ce modèle a été nécessaire. Il a ouvert la voie. Mais il ne peut plus, à lui seul, rendre compte de l'ensemble du tableau clinique du TDAH. À mesure que les années ont passé, plusieurs décalages sont apparus. 1.1. Ce que vivent les familles dépasse les catégories du DSM. Les parents ne dégriffent pas seulement un enfant inattentif ou impulsif. Ils parlent de sommeil fragile, d'hypersensibilité, d'émotions qui débordent, de fatigabilité, d'instabilité corporelle, de difficulté à s'apaiser, d'un besoin constant d'ajuster l'environnement pour éviter la surcharge. Ces dimensions ne trouvent pas leur place dans le DSM, mais l'organisent pourtant toute la vie de l'enfant. 1.2. La médication aide, mais ne répare pas le cœur du problème. Le méthylphénidate améliore l'attention et réduit l'agitation. Mais lorsqu'on écoute les adultes TDAH, ils racontent autre chose. Un apaisement partiel, des effets limités dans le temps, des ondes familiales et émotionnelles inchangées, un sentiment de lutte intérieure qui persiste. La médication ne touche pas ce qui sous-tend la souffrance, le système de régulation lui-même. 1.3. Les programmes comportementaux ont atteint leur plafond. Les approches de type Barclay, PEPS ou TCC parental ont permis de donner des outils, de structurer, d'organiser. Elles soutiennent les familles, mais elles ne modifient pas le tonus, la respiration, la physiologie nocturne, la variabilité émotionnelle, les rythmes cérébraux sous-jacents. Elles compensent. Elles n'agissent pas aux racines. 1.4. L'adulte TDAH révèle un angle mort du modèle. Si le TDAH était un simple déficit d'inhibition, il devrait s'atténuer avec la maturation du cortex préfrontal. Or, c'est souvent l'inverse. La dysrégulation émotionnelle persiste, la fatigabilité augmente, le sommeil reste fragile, l'anxiété s'installe, la dispersion attentionnelle ne disparaît pas. Le modèle historique ne prédit pas cette persistance. 1.5. La recherche elle-même commence à contredire la théorie initiale.
Les études longitudinales montrent que l'hyperactivité n'est pas le facteur déterminant à l'âge adulte. Le déficit d'inhibition n'explique plus l'ensemble des symptômes. Le prédicteur majeur devient la capacité de régulation volontaire. La respiration influence directement les oscillations cérébrales. Le sommeil modifie l'expression des traits TDAH. La proprioception et le tonus postural modulent l'attention. La théorie cérébro-centrée des années 1990 ne suffit plus à intégrer ces données. Le modèle historique a rendu service. Il a ouvert les portes, mais il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait expliquer. Il a permis d'identifier les symptômes et n'a pas permis d'en comprendre la dynamique. Pour avancer, il devient nécessaire de changer de perspective. Non plus voir le TDAH comme un déficit localisé, mais comme une désynchronisation globale des systèmes de régulation. C'est ce glissement que nous allons explorer maintenant. 2. Ce que la recherche contemporaine révèle, un trouble de la régulation. À mesure que la recherche progresse, un constat s'impose. Les difficultés observées dans le TDAH ne relèvent pas d'un excès d'énergie, ni d'un problème d'inhibition isolé, mais d'une défaillance de l'autorégulation. Autrement dit, ce n'est pas le moteur qui pose problème, c'est le système qui permet de garder le cap. Cette perspective n'est pas idéologique. Elle vient directement des nouvelles données accumulées ces 10 dernières années, dans des disciplines jusque-là travaillaient séparément. 2.1. Le contrôle volontaire, prédicteur majeur du TDAH adulte. Les études longitudinales montrent un résultat surprenant. Ce n'est ni l'hyperactivité, ni l'impulsivité, ni même l'inattention qui prédit le mieux la persistance du TDAH à l'âge adulte. Le facteur déterminant est le contrôle volontaire, c'est-à-dire la capacité à réguler ses émotions, à moduler ses actions, à maintenir une cohérence intérieure. Autrement dit, la qualité de la régulation interne. Ce renversement met en lumière une réalité clinique longtemps sous-estimée. Les adultes TDAH ne sont pas trop agités, ils sont trop sollicités intérieurement, faute de pouvoir s'autoréguler. 2.2. La respiration comme métronome du cerveau. Les neurosciences respiratoires ont fait un bond considérable. On sait aujourd'hui que la respiration pilote la synchronisation des réseaux cérébraux, module les oscillations corticales, alpha, θ, gamma, influence directement l'attention et la mémoire de travail, prépare les ajustements posturaux anticipés. Les recherches de Zelano, Girin, Valentin, Similowski ou encore du laboratoire de l'ICM convergent. La respiration est un régulateur central du cerveau. Lorsque la ventilation est instable, notamment la nuit, le cerveau perd son rythme et l'attention, l'humeur, le sommeil et les émotions se désorganisent. Ce mécanisme est profondément présent dans le TDAH. 2.3. Le sommeil comme fondation de la régulation émotionnelle et attentionnelle. Les études sur le SAOS pédiatrique, la fragmentation du sommeil, la dette chronique et les micro-éveils montrent que un enfant qui respire mal la nuit régule mal la journée. Les troubles du sommeil amplifient les symptômes du TDAH. La recharge émotionnelle
dépend des cycles de sommeil profond et paradoxal. La thermorégulation nocturne influence l'activité cérébrale diurne. La question n'est plus le sommeil est-il lié au TDAH, mais comment le trouble de la régulation du sommeil façonne-t-il le TDAH? 2.4. Le tonus et la proprioception comme base physiologique de l'attention. Les modèles issus de la posturologie, de la neurophysiologie, du mouvement et des travaux de Gaget, Boulanger, Safin, Quercia et Valentin montrent que un tonus instable entraîne une attention instable. La proprioception influence la capacité de focalisation. L'inversion pendulaire, oscillation posturale, est couplée au rythme respiratoire. Le tonus respiratoire et pharyngé organise la vigilance. La régulation tonico-posturale n'est pas un détail périphérique, c'est un pilier central de l'équilibre attentionnel. 2.5. La variabilité émotionnelle comme conséquence d'un système autonome fragilisé. La dysrégulation émotionnelle, longtemps vue comme un trait associé, est aujourd'hui un marqueur central du TDAH. Les travaux en psychophysiologie montrent que une variabilité cardiaque faible, VFC, limite l'adaptabilité émotionnelle. Un système sympathique suractivé épuise les capacités exécutives. Les émotions excessives sont souvent des tentatives de régulation interne qui débordent. L'émotion n'est pas un symptôme, c'est le signal d'un système autonome qui cherche à retrouver son équilibre. 2.6. Des systèmes qui se répondent, se synchronisent ou se désynchronisent. Tonus, respiration, sommeil, émotion, attention, ces dimensions que l'on croyait séparées ne forment qu'un système intégré de régulation. Quand l'un vacille, les autres compensent. Quand plusieurs s'effondrent, le TDAH se manifeste. Le TDAH apparaît alors non comme un déficit, mais comme une désynchronisation des systèmes régulateurs du vivant. La recherche contemporaine n'invalide pas le modèle historique, elle l'englobe et le dépasse. Elle montre que l'enjeu n'est pas l'inhibition, mais la cohérence rythmique du système corps-cerveau. Le TDAH, vu à travers ce prisme, devient un trouble du rythme intérieur où les mécanismes d'autorégulation ne parviennent plus à jouer ensemble. Cette vision ouvre la voie au modèle suivant, une approche intégrative, incarnée et systémique, celle de la neurothérapie intégrative. 3. Du moteur trop fort au système désynchronisé, le changement de paradigme. Pendant longtemps, le TDAH a été raconté comme une histoire de trop. Trop d'agitation, trop d'impulsivité, trop d'émotions, trop de pensées à la fois. Ce récit a rendu service. Il était simple, intuitif, rassurant. Il expliquait l'extérieur, le comportement observable, mais pas l'intérieur. Ce que l'enfant y ressent, ce que l'adulte vit, ce que le système nerveux tente désespérément de compenser. La recherche contemporaine, elle, raconte une toute autre histoire. Elle montre que le TDAH n'est pas un excès, mais une désorganisation, une difficulté à maintenir ensemble les mécanismes corporels et cérébraux qui, chez la plupart des individus, s'alignent spontanément pour produire une attention stable, un tonus cohérent et une régulation émotionnelle fluide.
Ce nouveau récit n'accuse plus l'enfant, il décrit un système vivant qui cherche son équilibre. 3.1 Quand les systèmes ne jouent plus à l'unisson. Le tonus, la respiration, la vigilance, le sommeil, les émotions, la posture, les rythmes cérébraux. Leur fonction n'est pas d'agir séparément, mais de se synchroniser. Un enfant concentré n'est pas un enfant sage. C'est un organisme dont les rythmes internes sont alignés. Un adulte TDAH fatigué n'est pas démotivé. C'est un système régulateur qui travaille en surcharge depuis des années. Lorsque ces systèmes se décalent les uns des autres, l'attention devient fragile, l'impulsivité augmente, la gestion émotionnelle s'effrite. Ce n'est pas le comportement qui cause la désynchronisation, c'est la désynchronisation qui produit le comportement. 3.2 Le véritable centre du TDAH, la régulation du vivant. Au cœur du changement de paradigme, il a une idée simple et puissante. Le TDAH n'est pas une défaillance de volonté, mais une difficulté d'autorégulation. Cette autorégulation n'est pas une qualité psychologique abstraite. Elle est musculaire, respiratoire, émotionnelle, attentionnelle, posturale, circadienne, autonome. Elle appartient à l'ensemble du système vivant. Le cerveau ne régule rien seul. Il s'accorde à un corps, à un environnement, à des rythmes. 3.3 Le passage d'un modèle linéaire à un modèle dynamique. L'ancien modèle disait « Le cerveau a un déficit, ce déficit crée un symptôme ». Le nouveau modèle, lui, s'appuie sur les sciences des systèmes complexes. Ce n'est pas un déficit unique, mais un ensemble de boucles de régulation qui s'enraillent. Ce n'est pas linéaire, c'est circulaire. Ce n'est pas localisé, c'est distribué. Ce n'est pas déficitaire, c'est désaccordé. Le comportement n'est plus la cause. Il devient la conséquence d'un système qui cherche, sans relâche, un point d'équilibre. 3.4 Ce nouveau paradigme change tout, pour la clinique, pour les familles, pour l'accompagnement. Ce basculement ouvre un champ entièrement nouveau. On ne cherche plus à corriger un symptôme. On restaure la capacité naturelle du système à se réguler. On ne s'adresse plus seulement au mental, mais au rythme du corps. On ne parle plus d'hyperactivité, mais de désynchronisation tonico-respiratoire. On ne parle plus d'inattention, mais de fragilité de la stabilité posturale et autonome. Ce cadre donne enfin une place au vécu réel de la personne. La fatigue, la fragmentation intérieure, la lutte pour maintenir l'équilibre, les fluctuations quotidiennes, les difficultés à s'apaiser. Il ne nie rien, il relie. Il n'invalide pas les modèles anciens, il les englobe dans une compréhension plus large. Le TDAH cesse d'être un trouble du comportement ou de l'inhibition. Il devient un trouble de la régulation incarnée. Un ensemble de systèmes biologiques, émotionnels et attentionnels qui ne parviennent plus à fonctionner ensemble. Ce changement de perspective ouvre la porte à une nouvelle manière d'accompagner les personnes, non plus en corrigeant ce qui déborde, mais en renforçant ce qui soutient. C'est le terrain naturel de la neurothérapie intégrative. 4.
la psychophysiologie appliquée, une science ancienne qui redevient centrale. À mesure que la compréhension du TDAH s'éloigne du cerveau isolé pour se tourner vers les systèmes de régulation du vivant, une discipline revient naturellement au premier plan, la psychophysiologie appliquée. C'est un domaine qui n'a jamais disparu, mais que la vogue des neurosciences cérébrales avait relégué au second plan. Pourtant, depuis plus de 40 ans, ces chercheurs posaient déjà les bases de ce que la recherche contemporaine confirme aujourd'hui. Pour comprendre un comportement, il faut comprendre comment le corps se régule. Le cœur de cette discipline est simple: mesurer, observer et entraîner les boucles de régulation du système nerveux en temps réel. C'est la naissance du biofeedback, puis du neurofeedback EEGQ. 4.1. Une science fondée sur la mesure du vivant, pas sur l'interprétation des symptômes. La psychophysiologie appliquée n'interroge pas les intentions, ni les croyances, ni les catégories psychiatriques. Elle mesure le rythme cardiaque, la respiration, la conductance de la peau, la tension musculaire, l'activité cérébrale, les synchronisations entre systèmes. Elle observe les systèmes en action, pas leur traduction comportementale. Elle révèle ce que le regard clinique ne peut pas voir: la stabilité, l'adaptabilité, la fatigue, l'effort interne, la fragmentation, le coût biologique d'une tâche. Cette précision ouvre la voie à un accompagnement profondément différent. 4.2. Le biofeedback. Apprendre au corps à retrouver ses rythmes. Dans les années 1970-1980, les pionniers ont montré que l'être humain pouvait apprendre à moduler ses paramètres physiologiques en temps réel. Non pas par hasard, mais par apprentissage. Le biofeedback est né de cette découverte. La capacité d'autorégulation peut être entraînée, renforcée, stabilisée. La respiration devient régulière. Le tonus musculaire se libère. La variabilité cardiaque s'améliore. Le système autonome retrouve sa flexibilité. C'est un outil de rééducation des systèmes de régulation. Pas un traitement, pas une technique magique, mais un apprentissage profond du vivant. 4.3. Le neurofeedback EEGQ. Moduler les rythmes cérébraux, non pour contrôler l'esprit, mais pour soutenir la régulation. Lorsque des chercheurs ont commencé à observer l'activité cérébrale en temps réel, ils ont découvert que le cerveau répondait aux mêmes lois que le reste du corps. Il est plastique, adaptatif et sensible aux rétroactions. Le neurofeedback EEGQ a permis de stabiliser les oscillations corticales, de réduire l'hyperréactivité, d'améliorer l'attention, de soutenir la maturation de certains réseaux. Mais son objectif n'a jamais été de corriger le cerveau. Son but est de réaccorder les rythmes cérébraux au reste du système. C'est une pédagogie de la synchronisation. 4.4. L'AAPB, une tradition scientifique solide et cohérente. Depuis plus de 40 ans, l'AAPB, l'Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback en anglais, porte cette vision: comprendre le stress comme un processus physiologique, considérer l'autorégulation comme une compétence éducative, entraîner les systèmes du vivant à retrouver leur cohérence. Aujourd'hui, alors que le modèle cérébrocentré montre ses limites, la psychophysiologie appliquée redevient ce qu'elle a toujours été:
une approche globale, mesurable, éducative, qui cherche à restaurer l'équilibre du vivant. 4.5. Lorsque la régulation redevient observable, elle redevient entraînable. Ce point est crucial. Le biofeedback et le neurofeedback EEGQ ne sont pas des outils technologiques, ce sont des modes d'apprentissage. Ils transforment l'abstrait en concret. Ils rendent perceptible l'invisible. Ils redonnent de la liberté là où le système était figé ou débordé. Et surtout, ils replacent l'humain au cœur de son propre processus d'autorégulation. En remontant vers la psychophysiologie appliquée, la compréhension du TDAH retrouve une assise que le modèle cérébrocentré ne pouvait pas offrir. Un lien direct entre le comportement, les émotions, la cognition et les rythmes du corps. Cette discipline devient le socle naturel du paradigme suivant, la neurothérapie intégrative, qui relie les 5 piliers du développement dans une vision incarnée et dynamique. C'est le moment d'entrer dans ce modèle. Encadré. L'héritage oublié du CNRS, 75 ans de science qui préparait déjà la neurothérapie intégrative. La psychophysiologie appliquée, autrement dit de façon plus juste, la physiopsychologie, n'est pas née avec des technologies modernes. Elle s'enracine profondément dans un courant scientifique que la France a porté au plus haut niveau dès 1948 avec la création du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Des chercheurs visionnaires comme le professeur Antoine Raymond, pionnier de l'électroencéphalographie, ont posé les premières bases d'une compréhension dynamique du vivant. On n'étudie pas un cerveau isolé, mais un système vivant, rythmique, oscillatoire, inscrit dans la matière du corps. Ces travaux ont montré très tôt que les oscillations cérébrales sont sensibles à la respiration. L'attention émerge de la stabilité du tonus. La posture influence la vigilance. Le stress modifie immédiatement l'activité physiologique. L'équilibre dépend d'une coordination fine du système vestibulaire, musculaire et respiratoire. Pendant que d'autres pays développaient la psychologie cognitive ou la psychiatrie biologique, la France explorait déjà les liens entre cerveau, corps, mouvement, respiration, vigilance, régulation autonome. Ce patrimoine scientifique, longtemps méconnu, va des travaux de Raymond jusqu'à ceux de Gaget, Capangi, Lacour, Boulinger et plus récemment Rémy Valentin, tous ancrés dans une vision dynamique de l'humain debout. Aujourd'hui, ces recherches trouvent un écho direct dans la neurothérapie intégrative. Elles confirment que le développement, l'attention et la régulation émotionnelle reposent sur l'accordage de systèmes qui, depuis toujours, fonctionnent ensemble. Deuxième encadré. La Révolution française de l'électrophysiologie, quand la France a ouvert la voie à la compréhension rythmique du cerveau. Bien avant l'essor actuel des neurosciences, la France a joué un rôle déterminant dans l'étude du cerveau vivant grâce à une discipline aujourd'hui redécouverte, l'électrophysiologie. Ce courant, initié dans les années 1930-1950, a profondément transformé notre manière de comprendre le fonctionnement cérébral. Il ne cherchait pas à localiser une cause dans un lobe ou un neurotransmetteur. Il observait le cerveau en action, en rythme, en dialogue constant avec le corps. Parmi les figures majeures, on retrouve Alfred Fessard, père de l'électrophysiologie française.
Il introduit l'idée que le système nerveux fonctionne selon des lois oscillatoires et non mécaniques. Il montre que l'activité électrique du cerveau reflète un état global de l'organisme en interaction constante avec la respiration, le tonus et l'environnement. Antoine Raymond, pionnier de l'EEG clinique, dès les années 1940, il utilise l'EEG non comme simple lecture de signaux, mais comme un outil d'exploration des états de vigilance, des transitions, des ruptures d'équilibre interne. Il met en évidence ce que l'on redécouvre aujourd'hui. Le cerveau est un organe rythmique, non linéaire, sensible aux variations du souffle, du mouvement et du tonus. Jean-René Cazalet, Michel Imbert, Michel Jouvet et les écoles du sommeil, du mouvement et des rythmes. Ces chercheurs posent les fondations de ce que nous considérons aujourd'hui comme un acquis. Les cycles veille-sommeil sont des oscillateurs, le tronc cérébral organise des rythmes vitaux, la posture et la locomotion sont des phénomènes centrés sur la coordination, le rêve et la conscience reposent sur des dynamiques globales, pas sur des localisations. L'émergence des laboratoires sur le tonus, l'équilibre et la vigilance. Dans les années 70 à 90, l'électrophysiologie française se rapproche naturellement de la posturologie et de la psychophysiologie. On mesure la stabilité, la fatigue, la tension. On observe la manière dont le corps et le cerveau se synchronisent ou se désorganisent. Déjà, un fil rouge apparaissait. L'attention n'est pas un acte mental isolé. Elle est un effet de la régulation tonico-respiratoire et autonome. Un héritage qui annonce la neurothérapie intégrative. Toutes ces recherches ont révélé quelque chose de fondamental. Le cerveau ne fonctionne jamais seul. Il se régule dans un tissu complexe d'interaction entre tonus, posture, respiration, rythme cardiaque, cycle veille-sommeil, émotion, environnement. La neurothérapie intégrative s'inscrit précisément dans cette tradition française, non pas en la répétant, mais en l'unifiant et en la rendant opérationnelle pour l'accompagnement des enfants, des adultes et des familles. Elle redonne vie à un héritage scientifique qui avait été éclipsé par le réductionnisme cérébral et elle le relie aux outils contemporains de la rétroaction biologique. Autrement dit, la neurothérapie intégrative n'invente pas une nouvelle science. Elle reconnecte les morceaux d'une compréhension profonde que l'électrophysiologie française avait déjà pressentie. 5. La neurothérapie intégrative, la première approche à articuler les 5 piliers de la régulation. Si le TDAH n'est plus compris comme un excès d'énergie, mais comme une désynchronisation des systèmes de régulation, alors une question s'impose. Comment restaurer la cohérence du système vivant? C'est ici que la neurothérapie intégrative apporte une contribution décisive. Non pas en ajoutant un outil ou une technique, mais en proposant une architecture complète, où chaque domaine du développement trouve sa place dans un ensemble articulé et cohérent. La neurothérapie intégrative repose sur une conviction simple, mais révolutionnaire dans son application. Le corps et le cerveau ne fonctionnent jamais isolément. Ils s'organisent autour de 5 grands piliers dont la synchronisation conditionne l'attention, les émotions, le comportement et la capacité d'adaptation. Ces 5 piliers forment le cœur de la régulation incarnée. 5.1. Le tonus, la base physique de l'attention et de la présence au monde. Le tonus n'est pas une simple tension musculaire, c'est le niveau d'activation de fond qui soutient la posture, la vigilance, la proprioception et l'action. Un tonus instable,
trop bas ou trop haut crée immédiatement une attention fluctuante, une fatigabilité rapide, des réactions émotionnelles imprévisibles, un besoin constant d'ajuster son corps pour rester présent. Le tonus est la vibration de fond du vivant. L'enfant qui bouge trop n'est pas en excès. Il tente de compenser une base instable. Dans la neurothérapie intégrative, le travail tonico-postural devient un levier de régulation attentionnelle et émotionnelle grâce à la synchronisation avec la respiration, le mouvement et la proprioception. C'est le socle sur lequel se construisent les autres piliers. 5.2. La respiration, le métronome du cerveau et le lien constant corps-cerveau. La respiration est la clé de voûte du système de régulation. Chaque inspiration modifie les oscillations cérébrales. Chaque expiration réorganise les réseaux autonomes. Chaque cycle respiratoire est un signal de timing pour le cortex. Dans le TDAH, on observe souvent une ventilation rapide ou irrégulière, une respiration buccale chronique, une instabilité de la coordination diaphragme-pharynx, une difficulté à synchroniser respiration et mouvement. La neurothérapie intégrative utilise la respiration comme outil de régulation directe pour stabiliser l'attention, pour apaiser l'émotion, pour réduire le stress physiologique, pour restaurer un rythme interne prévisible. C'est ici que le STV, système tonico-ventilatoire, devient central. Il relie le tonus, la posture, l'attention et les oscillations cérébrales. 5.3. Le sommeil, le régulateur invisible qui conditionne tout le reste. Le sommeil n'est pas un pilier supplémentaire, c'est le régulateur maître. Un enfant TDAH qui respire mal la nuit ne peut pas se réguler le jour. Un adulte TDAH avec un sommeil fragmenté vit dans une dette autonome permanente. Le sommeil organise la mémoire émotionnelle, l'équilibre attentionnel, la plasticité cérébrale, la thermorégulation cérébrale, la récupération autonome. La neurothérapie intégrative s'appuie sur des données biométriques et respiratoires pour comprendre comment la nuit structure ou désorganise la journée. En rétablissant la cohérence respiratoire nocturne, on restaure les fondations de la régulation diurne. 5.4. La cognition, une émergence, pas un point de départ. L'attention, la mémoire, le contrôle volontaire, tous ces phénomènes apparaissent après que les systèmes corporels se sont accordés. La cognition est une conséquence. Elle est l'expression d'un corps stable, rythmique, synchronisé. La neurothérapie intégrative ne travaille donc pas la cognition isolément. Elle restaure le terrain neurophysiologique qui la rend possible. Dans le TDAH, beaucoup d'outils cognitivo-comportementaux échouent parce qu'ils demandent à l'enfant d'utiliser une fonction qu'il n'a pas encore de support physiologique. La neurothérapie intégrative repositionne la cognition dans une dynamique juste. Elle émerge du corps régulé. 5.5. Les émotions, un langage de la régulation autonome. Les émotions débordantes, la sensibilité extrême, l'irritabilité, la frustration, toutes ces manifestations ne sont pas des traits psychologiques. Ce sont des signaux d'un organisme dont la régulation autonome est fragilisée. Dans la neurothérapie intégrative, les émotions ne sont pas gérées, elles sont écoutées, comprises, reliées aux oscillations du corps. On restaure l'autorégulation émotionnelle en stabilisant le tonus, apaisant la respiration,
consolidant le sommeil, soutenant les rythmes cérébraux. Les émotions deviennent alors un allié thérapeutique, un baromètre vivant de la synchronisation retrouvée. 5.6. Le rôle intégrateur du STV, le chef d'orchestre des rythmes du vivant. Au centre des 5 piliers se trouve un système pivot, le système tonico-ventilatoire. Il coordonne la posture, la respiration, la stabilité, la vigilance, les ajustements anticipés, la synchronisation corps-cerveau. Le STV est ce qui manque à la plupart des approches, la pièce centrale qui relie les 5 piliers en un tout cohérent. La neurothérapie intégrative en fait la clé de voûte de l'apprentissage régulatoire. 5.7. La neurothérapie intégrative, une approche éducative, incarnée et systémique. Ce qui distingue véritablement la neurothérapie intégrative, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'équipement, c'est la vision systémique. Le vivant n'est pas régulé par un seul pilier, mais par l'accordage des 5. La neurothérapie intégrative observe les systèmes, mesure leur interaction, identifie la désynchronisation, restaure l'équilibre, enseigne l'autorégulation. Elle ne traite pas un trouble, elle réactive un potentiel. Elle ne corrige pas un symptôme, elle réaccorde un système. La neurothérapie intégrative n'est pas une branche de plus dans l'arbre des thérapies. C'est un tronc nouveau, le premier qui relie tonus, respiration, sommeil, cognition et émotion dans une vision unifiée du développement humain. Elle donne un langage aux familles, une structure aux professionnels et un cadre scientifique aux chercheurs qui cherchent à comprendre l'articulation des systèmes. C'est la réponse naturelle au changement de paradigme décrit dans la recherche contemporaine. 6. Pourquoi cette approche répond aux besoins urgents du terrain? À mesure que les connaissances progressent et que les familles racontent leur vécu, une évidence se dessine. Le TDAH ne peut plus être accompagné uniquement avec les outils qui structuraient la clinique depuis 30 ans. Les approches centrées sur le comportement, l'inhibition ou la gestion des symptômes montrent leurs limites. Elles agissent en surface, alors que les difficultés du TDAH se logent dans la profondeur de la régulation du vivant. La neurothérapie intégrative apporte ce qui manquait, un modèle global, cohérent et opérationnel, capable de relier ce que le terrain vit réellement. 6.1. Les familles ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement. Pendant trop longtemps, les parents ont reçu des explications partielles, troubles neurologiques, difficultés d'inhibition, besoin d'adapter l'environnement, défaut de motivation. Mais ces discours ne répondent pas à ce que les familles voient au quotidien. Les nuits agitées, la fatigue permanente, la respiration difficile, l'émotion qui déborde, la posture qui s'effondre, le stress qui monte pour toute la famille. La neurothérapie intégrative offre ce qui leur manquait. Un récit unifié où chaque phénomène trouve une place, un sens, une logique. Non pas un diagnostic, mais une compréhension vivante. Cette compréhension entraîne déjà un apaisement et ouvre la voie à l'action. 6.2. Les professionnels cherchent un cadre qui relie leurs pratiques. Psychologues, enseignants, orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens, coachs, ergothérapeutes, chaque discipline observe un morceau du puzzle. La motricité, la respiration, l'attention, les émotions, le langage, la posture, etc. Mais sans cadre intégrateur, les professionnels travaillent trop souvent en parallèle, pas en interaction. La neurothérapie intégrative leur offre un modèle commun,
un langage transversal, une compréhension systémique, des outils mesurables, une vision éducative plutôt que symptomatique. Elle permet au métier de coopérer autour d'un objectif simple, restaurer la synchronisation de systèmes. 6.3. Les associations cherchent une lecture qui ne stigmatise pas. Le modèle déficitaire a des effets collatéraux. Sentiment d'impuissance, culpabilité parentale, autodévalorisation des enfants, dépendance à la médication comme unique solution. La neurothérapie intégrative n'accuse personne. Elle ne parle ni de défaut, ni de faute, ni de manque. Elle décrit une désynchronisation du vivant. Cette lecture libère, déculpabilise, réoriente l'attention, ouvre un espace d'action positive. Les associations ont besoin d'une narration nouvelle, respectueuse, constructive. La neurothérapie intégrative offre exactement cela. 6.4. Les institutions ont besoin d'outils mesurables et préventifs. La société vit une montée des troubles de régulation. Fatigue, anxiété, surcharge sensorielle, stress chronique, troubles du sommeil, burn-out, etc. Le TDAH s'inscrit dans cette dynamique générale. Les outils de la neurothérapie intégrative, biofeedback, neurofeedback, respiration, tonus, posture, sommeil, sont non invasifs, éducatifs, mesurables, reproductibles, transférables du monde de l'enfant à celui de l'adulte. Les institutions cherchent des solutions préventives. La neurothérapie intégrative est une réponse immédiate. 6.5. Le terrain réclame une approche qui soit à la fois scientifique, humaine et praticable. C'est ici que la neurothérapie intégrative se distingue réellement. Elle s'appuie sur 75 ans de recherche internationale, physiopsychologie, EEG, posturologie, respiration, honore la clinique vivant, relie le corps et le cerveau, s'enseigne, se transmet, s'incarne. Elle n'est pas une promesse technologique, elle est une pédagogie du vivant. Les familles, les professionnels et les associations reconnaissent immédiatement cette cohérence. Ils la comprennent intuitivement, même sans connaître les données scientifiques. Elle correspond à ce qu'ils observent, ressentent, vivent. La neurothérapie intégrative répond à un besoin que personne ne savait formuler, celui d'une approche capable de relier le développement, la physiologie, les émotions, le sommeil, la cognition et l'environnement dans une même dynamique. Elle ne remplace pas les approches existantes. Elle les relie, les complète, les unifie. Dans un paysage fragmenté et saturé de solutions partielles, la neurothérapie intégrative devient la première approche intégrée de la régulation incarnée. Elle propose une manière nouvelle de comprendre, d'accompagner et de soutenir les enfants et les adultes TDAH en partant de ce que le vivant sait faire de mieux, c'est synchroniser pour s'adapter. 7. Conclusion générale. Un avenir nouveau pour le TDAH quand on regarde aux bons endroits. Pendant trop longtemps, la compréhension du TDAH est restée enfermée dans une lecture fragmentée. D'un côté, le cerveau, de l'autre, le comportement. D'un côté, les symptômes, de l'autre, les stratégies pour les gérer. Cette lecture a permis de nommer, de soulager, parfois de stabiliser. Mais elle n'a jamais rendu compte de la dynamique profonde du vivant. Elle a laissé de côté ce que les familles expriment sans pouvoir l'expliquer, la fatigue, les nuits instables, le souffle court, l'émotion qui déborde, le besoin de bouger pour tenir debout, la lutte permanente pour garder le fil. La recherche contemporaine ouvre enfin la porte à une compréhension plus large, plus juste, plus humaine. Le TDAH n'est pas un déficit, mais une désynchronisation. Pas une défaillance, mais un désaccordage des systèmes qui organisent la régulation du vivant. Lorsque l'on regarde au bon endroit, le tonus, la respiration, le sommeil, l'attention, les émotions,
Alors tout s'éclaire. Ce qui semblait dispersé devient cohérent. Ce qui semblait contradictoire devient explicable. Ce qui semblait figé devient modulable. Le TDAH cesse d'être une impasse. Il devient une trajectoire, l'histoire d'un système vivant qui cherche son équilibre et qui peut apprendre à le retrouver. La neurothérapie intégrative s'inscrit dans cet horizon. Elle ne remplace aucune discipline. Elle les relie. Elle ne promet pas de guérison miraculeuse. Elle propose un chemin d'autorégulation fondé sur l'observation du vivant, la mesure, l'apprentissage et la synchronisation. Elle redonne place au corps, sans exclure le cerveau. Elle redonne place à la famille, sans oublier l'individu. Elle redonne place au mouvement, au souffle, au sommeil, à l'attention, ces rythmes fondamentaux qui façonnent notre manière d'être au monde. L'avenir du TDAH ne se jouera pas dans une nouvelle case du DSM, ni dans une technologie miracle, ni dans un protocole figé. Il se jouera dans notre capacité collective à reconnaître que l'être humain est un système de rythme, de boucles, d'ajustements qui ne demande qu'à retrouver sa cohérence. Regarder au bon endroit, c'est accepter que la solution ne se trouve pas dans un seul organe, ni dans un seul outil, mais dans l'accordage du vivant. C'est le chemin que nous ouvrons et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous procurer le livre TDAH, les causes cachées, les solutions efficaces, écrit par Guylaine Bédard et Joël Lemaire, disponible chez Amazon et dans toute librairie physique. Merci infiniment d'avoir pris ce temps d'écoute. Si vous êtes parent et que vous vous êtes reconnu dans ces lignes, vous avez reconnu votre enfant, si vous êtes professionnel et que cette perspective sur la régulation résonne avec ce que vous observez au quotidien, partagez ce podcast. Partagez, oui, cet épisode à d'autres parents qui cherchent des réponses, à vos collègues, à vos équipes, car plus nous serons nombreux à comprendre que le TDAH est avant tout un trouble de la régulation et non de volonté, plus profondément nous pourrons accompagner ces enfants et les adultes qu'ils deviennent. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez les notifications. Et si vous souhaitez aller plus loin, que ce soit pour vous former au biofeedback, neurofeedback EEGQ ou neurothérapie intégrative, ou même si vous avez juste une question à poser, n'hésitez pas à nous écrire institut@neurosens.fr. Nous serons bien entendu heureux de vous accompagner et de répondre à vos questions. Donc ici Guylaine de l'Institut Neurosens au nom de toute l'équipe. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous, de votre corps, de vos rythmes et surtout, soyez doux avec vous-même. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.